Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, note de conjoncture et solvabilité des entreprises marocaines. En premier lieu, nous ferons une lecture approfondie de cette dernière note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières, la DEPF. Contexte mondial, tendance sectorielle ou financement de l'économie. Avec l'économiste Khalid Benali, nous ferons le point sur les signaux de reprise contenus dans ce document de cette direction relevant du ministère des Finances. Ensuite, arrêt sur cette mise en garde du patronat au gouvernement concernant la solvabilité des entreprises et son impact sur l'emploi. Ce sera en compagnie d'un expert en risque, Amin Diori, directeur études et communication d'Inforisque, sera avec nous. Bienvenue à tous. Le dernier rapport de la DEPF du mois de mai apporte plutôt des bonnes nouvelles, et notamment ce qui concerne les activités primaires avec cette bonne campagne céréalière, et puis aussi la reprise du secteur de l'élevage après 2 campagnes de sécheresse. On notera aussi une hausse des ventes du ciment, et plutôt les indicateurs sont de bon augure. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Kenitra Khalid Benali, économiste. Bonsoir professeur Benali, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, déjà, avant de parler du détail de la note de conjoncture, parlons de la cible. À qui s'adresse cette note de conjoncture? Est-ce qu'on peut dire qu'elle pourrait souffler un vent d'optimisme auprès des acteurs économiques? Justement, il a été constaté ces derniers jours que ce soit au Maroc ou à l'international, que des annonces de reprise, de levée de mesures restrictives dans le cadre de la crise sanitaire, de l'ouverture en Europe, de l'accès aux cafés, aux restaurants, ça c'est un effet psychologique sur l'être humain en premier lieu, parce que ça dénote premièrement une rupture de la réflexion sur l'évolution du virus. C'est-à-dire que depuis mars 2020, toutes nos activités, tous nos regards sont braqués psychologiquement sur le comportement du virus et sa propagation, que ce soit au niveau des acteurs tels que les ménages, ou bien au niveau de l'entreprise, ou bien des marchés financiers, ou de l'international. Donc aujourd'hui, le point positif, c'est que c'est une rupture et un effet psychologique stimulant. Maintenant, deuxième niveau de réflexion, c'est qu'on va lever, parce que tous les acteurs économiques, que ce soit les ménages, les entreprises, les pouvoirs publics, le secteur financier et le reste du monde, agissent avec prudence et méfiance de ce que réserve demain. Donc personne, toujours c'est de l'imprévu, on gère un peu un monde à court terme de 3-4 mois et on a plus de visibilité de moyen et long terme. Troisième élément, si l'on analyse l'impact sur les acteurs, prenons par exemple les consommateurs. Nous avons constaté ces 2 derniers jours, vendredi et samedi, après la levée de certaines mesures, que les consommateurs, le citoyen s'est trouvé dans les zones, il a repris un peu, je dirais, son mode de vie. Pendant le week-end, les surfaces étaient un peu pleines, les jardins, donc toute une activité. Pour les producteurs, je crois que maintenant, si vous avez entreprise ou vous consultez quelqu'un, il vous dira, espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne. C'est-à-dire qu'on pourra travailler de manière normale, constituer des stocks, faire des approvisionnements, parce que même les chaînes de valeur à l'international maintenant sont toujours grippées. Donc ça, c'est un symbole. Pour les marchés financiers, bien évidemment, on se frotte les mains parce qu'il y aurait certainement de l'activité économique, des marchés financiers, des crédits, la relance du secteur du bâtiment suite l'augmentation de la vente des ciments. Donc tous ces éléments-là impactent. Ajoutons à cela l'élément qui est très important pour l'économie marocaine, c'est une bonne année agricole. Et généralement, à 70 millions de quintaux, nous sommes à une bonne année agricole, c'est-à-dire on a 2 points de taux de croissance. Là, nous remarquons pour le Maroc, on prévoit 98 millions de quintaux, c'est-à-dire que on passe à un taux de croissance de 5,2% prévu par le ministère des Finances et la Banque du Maroc, contre un 4,4% qui était prévu par le HCP quand on tablait sur 70 millions. Donc là, ça dénote un peu l'impact sur notre économie et sur les évolutions futures. Et ça, forcément, moi je dirais 2 choses. Généralement, on dit quand le bâtiment va, tout va. Moi je dirais quand le bâtiment va, tout va. Et quand l'agriculture va, tout va. Parce que moi je préfère parler de remise en marche de l'appareil économique plutôt que de dire reprise. Parce que quand on parle de reprise,
on a un sens comme si on va installer l'économie dans une logique de tendancielle comme c'était avant mars 2020. Or, maintenant, c'est une remise en marche. Et cette remise en marche, c'est là où chaque secteur, je dirais chaque acteur va recenser, va déterminer sa facture réelle de la gestion du Covid. Parce que quand on ferme une entreprise, ou bien quand on travaille dans une entreprise à une cadence de 30% ou de 40% par rapport à sa capacité de base, maintenant c'est le moment d'évaluer l'investissement en cours, d'évaluer l'état du matériel, d'évaluer les stocks. Parce que pour les stocks, au Maroc, vous consultez beaucoup d'entreprises, toutes celles qui sont liées avec l'étranger, ils vous disent nous avons des difficultés d'acheminement des stocks. Ça a difficulté. Et puis, on ne peut pas constituer des stocks importants parce qu'on ne sait pas demain quoi il sera fait. Avec ces prémices de reprise, au moins on se libère, mais chacun va arrêter sa facture et déterminer ses nouvelles bases, sachant que l'avant-Covid ne sera plus comme l'après-Covid. Même au niveau international, nous avons une dette internationale évaluée à 3,5% du PIB mondial. Nous avons en Europe des partenaires du Maroc qui sont endettés à plus de 120% du PIB. Nous aurons dans l'avenir, pour chaque pays, se posera la contrainte de gestion de ses finances publiques, la contrainte de gestion de la dette, la contrainte de recours aux dettes, donc aux emprunts. Donc cette logique de financement, cette démarche, tant au niveau des acteurs, passons en revue les acteurs. Pour les ménages, c'est les consommateurs, c'est la demande interne. Juste une fois qu'il y aura l'ouverture des secteurs tertiaires, les activités tertiaires, le tourisme, le déplacement, la facilité de déplacement entre les villes, les services vont renaître, automatiquement là, le consommateur, parce qu'il y aurait une affluence, il y aurait une petite relance, mais ce serait périodique. Pour les entreprises, une fois qu'il y aurait le rétablissement et la remise en marche des chaînes de valeur, il faudra s'attendre à quelle nouvelle tendance, à quelle cadence on va démarrer. Parce que est-ce que tout le monde a conservé ses employés ou bien il y a des employés qui sont partis, quel est le niveau de qualification et quels sont les nouveaux métiers? Parce que dans chaque métier maintenant, chaque entreprise est appelée à réfléchir autrement. La numérisation, les modèles de gestion, tout ça devrait en principe changer. Et quand on arrive au secteur tertiaire, aux activités tertiaires, particulièrement le tourisme, l'événementiel, ben c'est sûr qu'une fois qu'il y aurait possibilité de rassemblement et d'événements, ben on verra un lancement et une reprise, mais ce serait toujours une remise en marche, je dirais une remise en marche de l'appareil, avec ses coûts, ce qui va s'énerver comme ses coûts, et comme perspective d'évolution. Personnellement, le raisonnement macro aujourd'hui, je le retarde jusqu'à l'année mi-2020 ou 2023. Parce que d'ici... Mi-2022, vous voulez dire 2022, peut-être 2023, parce que je vais expliquer. Parce que pour moi, il s'agit d'une remise en marche de l'économie. Si on se rappelle, avant 2020, dans les lois de finances, consolidation des équilibres macroéconomiques, l'idée des indicateurs macroéconomiques et des agrégats était fondamentale. Aujourd'hui, tout le monde cherche premièrement à reprendre la valeur ajoutée qui a été perdue pendant le confinement. Pour le Maroc, je dirais que c'est à peu près 3 à 4 années de valeur ajoutée. C'est-à-dire nous sommes à un PIB aux alentours de 2016-2017. Nous avons perdu ces 3 années qu'il faudra maintenant reprendre et remettre l'économie au niveau où on était en 2019 et puis par la suite construire sur la base du nouvel modèle économique, sur la base d'une nouvelle vision, d'une nouvelle stratégie, un projet sociétal, économique et social qui répond aux besoins et aux attentes et qui prend en compte prochainement l'impact éventuels des crises sanitaires ou de pandémies ou de beaucoup de variables. Très bien. Vous évoquez justement ces agrégats macroéconomiques et selon donc cette note de la DEPF pour le mois de mai, eh bien, il y a eu allègement du déficit commercial, mais le déficit budgétaire, sans surprise, s'est creusé. Est-ce un bon signe? Est-ce que finalement les choses n'ont pas réellement changé si on prend sous cet aspect-là seulement? C'est pas question, parce que quand on prévoit au niveau du loi de finances, on prévoit des hypothèses, c'est-à-dire des hypothèses de recettes et des hypothèses de dépenses. Sachant que les déclarations, par exemple, fiscales de l'année 2020 portent sur le résultat, en fait, en 2021, portent sur l'activité réalisée en 2020.
Et 2020, c'était une année mitigée où il y a eu une fermeture pendant une période, le confinement, et puis c'était mitigé comme activité. Donc finalement, on ne peut pas s'attendre aujourd'hui sur les recettes fiscales parce que finalement, les ressources de notre pays sont à base des ressources fiscales qui sont là. Donc il faut le dire concrètement. Et donc les ressources fiscales, si maintenant les recettes fiscales ne sont pas au top, bien évidemment, on serait appelé à trouver un moyen de financement à travers l'endettement, à travers beaucoup de formules, à travers la dynamisation du marché financier, parce que du côté de la dépense publique, l'État s'est engagé, a mis en place un budget d'investissement justement pour relancer l'activité économique, pour permettre aux entreprises de réaliser un chiffre d'affaires, avoir des bons de commande, de réaliser un chiffre d'affaires, de produire, de garder les emplois et de bénéficier de crédits à des taux abordables. Donc, c'est toute une logique qui s'est installée. À côté, il y a le fonds d'investissement Mohamed VI qui a été mis en place pour les projets structurants de l'économie. Donc, cette logique-là, on ne peut pas s'attendre aux résultats du jour au lendemain. Nous sommes toujours dans une phase de comptabilité. Quelles sont réellement les vraies pertes et les vrais impacts négatifs qu'a supporté l'économie. Et je dirais que 2022, peut-être même 2023, où on pourrait peut-être reparler d'agrégat économique, de consolidation. Parce que même si on reprend au deuxième semestre 2021, il n'y aura qu'un semestre. Et chaque secteur va reprendre de manière mitigée, faire wheeler sa machine au fur et à mesure. Donc finalement, 2022, ce serait l'année où ça pourrait tourner concrètement, mais pour attendre les résultats, il faudrait qu'il y ait une bonne année agricole en 2022, Inch'Allah, et comme ça, on pourrait voir un peu le bout du tunnel, sachant qu'on est toujours lié avec l'évolution de nos partenaires à l'international et que des questions telles que l'endettement mondial, telles que les nouvelles technologies, les chaînes d'approvisionnement... Rapidement, Khalid Ben Ali, juste pour terminer, comme ça nous donne aussi une transition vers notre deuxième sujet qui, justement, traite de la solvabilité des entreprises. Rapidement, quelques mots. Vous avez parlé de patience, qu'il faut s'armer de patience aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que des notes aussi, ou des rapports aussi optimistes que celui qui vient de paraître de la DEPF peut redonner espoir aux acteurs économiques pour investir en l'occurrence et recruter surtout? Je dirais que sur le plan confiance, je dirais optimiste, ça peut donner un signe d'espoir. Mais toujours, en tant qu'investisseur et en termes de manager, toujours je mets à côté les risques. Quels sont les risques qui sont là? Et ces risques-là, ils sont surveillés. Donc, chaque opérateur maintenant va mettre un peu ses perspectives d'avenir, mais qu'il mettra à côté, en termes de management, les risques qui sont toujours les risques de la crise sanitaire, les tendances d'évolution et mettre en place un plan bien détaillé. Pour les pouvoirs publics, notons que l'après-Covid, il y a 3 grands chantiers maintenant qui sont en cours au Maroc. La simplification des procédures administratives, la réforme de l'administration, la mise en place de la protection sociale généralisée pour la population et la mise à niveau, je dirais, la promotion du système de santé. Ces 3 chantiers, maintenant, sont fondamentaux pour construire la nouvelle vision de politique économique et sociale dans l'avenir et qui sera bien évidemment assemblée avec le nouveau modèle économique qui sera présenté dans les jours à venir et pour la numérisation et les nouvelles technologies dans les métiers. Merci beaucoup Khalid Ben Ali pour l'ensemble de vos éclairages et votre intervention aujourd'hui sur Question Éco. Merci. Et nous passons à présent à la seconde partie de Question Éco. C'était pendant la deuxième réunion de la plateforme CGEM gouvernement. Le patron des patrons, Chakib Lelj, a littéralement alerté le chef du gouvernement, Saadi El Othmani, sur 2 sujets majeurs. 1, la solvabilité des entreprises et bien sûr 2, et c'est relatif, la sauvegarde de l'emploi. Nous en parlons avec Amine Djouri qui se joint à nous depuis Knetra. Je rappelle que vous êtes directeur études et communications d'Inforisque. Bonsoir Amine Djouri, toujours un plaisir de vous accueillir dans Question Éco. Bonsoir Khadija, merci de me recevoir. Bon, que pouvez-vous nous dire justement sur cette alerte de la CGEM adressée au pouvoir public? Alors, ce que je pourrais simplement dire, c'est qu'effectivement, cette alerte, elle est légitime.
C'est-à-dire qu'on a vu en 2020 un chiffre d'affaires consolidé des entreprises qui a fortement baissé. On parle aujourd'hui, avec les différentes études réalisées, de moins 25%. On voit une situation où des entreprises ont une trésorerie en début d'année, en début de cette année, qui était relativement faible, donc qui peut faire difficilement face à de nouveaux à-coups sur 2021. Donc effectivement, la question de la CGEM est légitime, d'autant qu'on sait que pour faire face à la crise l'année dernière, beaucoup d'entreprises ont emprunté auprès des banques, notamment via les prêts d'Aman, et qu'aujourd'hui, il faut commencer à rembourser. Vous avez une situation où vous avez moins de chiffre d'affaires en local, à l'international, vous avez un problème de délai de paiement, vous avez de l'autre côté des charges qui finalement se sont ajustées, mais pas tant que ça face à la baisse du chiffre d'affaires. Donc tout ça crée un contexte où les cash flows de l'entreprise ont fortement baissé. Ces cash flows servent à payer les dettes. Et c'est là qu'est la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on risque d'avoir beaucoup d'entreprises qui n'auront pas suffisamment de cash flow pour pouvoir payer leurs dettes bancaires. Et je citerai un exemple concret aujourd'hui, et un très bon article est sorti il y a quelques jours sur un secteur spécifique qui est le transport de personnes, où on voit qu'avant la crise, beaucoup se sont endettés justement pour acheter des véhicules. Avec la crise, arrêt total de l'activité, et maintenant des prêts à rembourser, notamment d'Aman. Et on voit que les difficultés sont en train d'arriver, puisque les banques qui réclament justement leur remboursement vont en justice pour récupérer leurs véhicules, et donc on se retrouve avec un secteur et des entreprises d'un secteur donné qui n'ont pas de chiffre d'affaires, qui sont en train de perdre leur principal actif qui sont les véhicules de transport. Et donc, forcément, ça crée une situation qui est extrêmement difficile. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ami Djouri, justement, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple aussi qui, s'il démontre d'une chose, parmi d'autres aussi, c'est que le business model même de ce secteur des transports, notamment touristiques, est à revoir. Est-ce que, finalement, ça démontre qu'on doit peut-être revoir notre copie dans certains secteurs, et aussi cela permettrait de renforcer cette solvabilité des entreprises. Donc d'accord, oui, aujourd'hui il y a urgence, mais il y a aussi urgence pour revoir beaucoup de business models. Alors, bien évidemment, mais je pense que ce n'est pas simplement une question de business model. Oui, bien sûr, on peut digitaliser. Alors, si vous prenez l'exemple de la digitalisation, vous pouvez le faire dans certains secteurs d'activité, mais pour l'industrie, pour notamment le transport, très difficile de changer un business model. Aujourd'hui, c'est principalement une question de marché, d'état du marché, de chiffre d'affaires, puisque c'est ça qui fait marcher une entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, la situation est telle, la situation sanitaire est telle que on ne sait pas, pour certains secteurs d'activité, notamment le transport, mais aussi l'hôtellerie, la restauration, ça vient à peine de reprendre. Et donc, toutes ces questions sont sur la table aujourd'hui. Alors après, la question du business model, oui, certains secteurs ont plus digitalisé pendant cette période, et effectivement, ça leur a permis de faire du chiffre pendant cette crise très difficile. Mais à mon avis, la question n'est pas là. Aujourd'hui, c'est une question uniquement de chiffre d'affaires et d'état du marché. Et malheureusement, la situation est telle que nous n'avons pas suffisamment de visibilité jusqu'à la fin de cet exercice. On ne sait pas concrètement quand est-ce que l'activité normale reprendra. Et c'est ce que demande la CGEM au gouvernement. On veut plus de visibilité. Le secteur privé exige aujourd'hui d'avoir davantage de visibilité, en affirmant même que la reprise n'est toujours pas effective, notamment pour certaines TPE, PME. Naturellement, ça concerne des secteurs encore quasi à l'arrêt, surtout celui du tourisme que vous évoquiez. Donc, est-ce qu'on peut réellement améliorer la visibilité aujourd'hui, telle que demandée par la CGEM ? Pour moi, il y a deux questions. Oui. Pour moi, il y a deux questions. La première, qui est celle de la visibilité par rapport au climat des affaires, mais plus généralement par rapport à l'état du marché, de l'activité des entreprises. Et ça, très peu de gens peuvent y répondre aujourd'hui. Il faudrait être limite voyant pour savoir, puisque nous sommes dépendants d'une situation sanitaire et d'une campagne de vaccination qui avance lentement, mais qui avance quand même. Et donc, voilà, dès qu'on aura vu la fin, à ce moment-là, on pourra espérer parler d'une reprise effective. Et puis, on ne dépend pas simplement de notre marché local, mais pour les sociétés exportatrices, on dépend aussi des marchés à l'export, et eux aussi sont confrontés aux mêmes problématiques. Donc,
très difficile de répondre à cette question aujourd'hui sur la visibilité effective, la reprise effective de l'activité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concerne effectivement la solvabilité des TPME aujourd'hui. Alors, il faut quand même reprendre une situation de démarrage. Début 2020, c'est-à-dire avant la crise, on savait, nos différentes études et analyses le montrent, c'est que beaucoup de TPME, à peu près un quart, avaient déjà une santé financière relativement fragile ou très fragile. Mmh. La crise, normalement, aurait dû leur faire mettre la clé sous la porte. Fort heureusement, beaucoup ont survécu à l'année 2020 grâce aux aides de l'État, mais on peut parler de perfusion. Et aujourd'hui, maintenant que cette perfusion est en train d'être enlevée de manière progressive, on voit que ces entreprises qui, d'une, avaient une santé financière fragile avant la crise, et puis en plus ont vu leur activité baisser fortement pendant l'année 2020 et une reprise timide 2021. Donc la crainte qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à ces TPME, c'est que certaines, en tout cas une grosse partie de ces entreprises, tombent en défaillance en 2021. Et du coup, cela induirait une grosse perte d'emplois. On parle déjà d'un demi-million d'emplois détruits. Certains secteurs ont commencé à recruter de nouveau. Et donc, quel est le moyen aujourd'hui pour sauver les emplois, Amine Djouri ? Alors, je serais très nuancé par rapport à cette question des emplois, parce qu'on le sait, la grosse partie des emplois aujourd'hui ne sont pas auprès des TPE, qui représentent quand même 90% de nos entreprises. La grande majorité des emplois se trouvent chez les PME, les grandes PME et les grandes entreprises. Mmh. Et ce sont celles qui, globalement, s'en sortent le mieux. Alors, effectivement, la question est légitime. Est-ce qu'on doit sauver les TPE et notamment toutes celles qui sont en situation de fragilité financière, ou bien est-ce qu'il faut favoriser l'emploi et donc plutôt les grosses PME et les grandes entreprises? Le vrai problème, il est là. Dans l'absolu, moi, je vous dirais... Maintenant, on a une situation fiscale, budgétaire qui est telle qu'on doit faire des choix. On ne pourra pas sauver tout le monde. Alors, est-ce qu'on doit sauver les TPE ou est-ce qu'on doit sauver l'emploi et dans ce cas, sauver les entreprises qui sont plutôt PME et grandes entreprises? Sauver, c'est un grand terme puisqu'en fait, c'est plutôt favoriser une reprise de l'activité de cette catégorie d'entreprises. Et à mon avis, c'est là qu'est la principale difficulté. On ne pourra pas sauver tout le monde. Je pense que malheureusement, un choix sera fait et ce sera malheureusement, je pense, au détriment des TPE parce qu'effectivement, une grosse partie de ces entreprises, comme je le disais au début de mon intervention, une grosse partie est en difficulté aujourd'hui en termes de situation de structure financière. Donc, il vaut mieux sauver les entreprises qui, aujourd'hui, sont saines, ont de la trésorerie et ont une possibilité de reprendre leur activité normale dès que la situation sanitaire le permettra. Et c'est plutôt sur celle-là qu'on va plutôt miser. Très bien. On va terminer tout à l'heure, à juste titre d'ailleurs, Khalid Mehali, l'économiste qui était avec nous en première partie de Questions Éco, parlait de risque. Et par rapport à cette question et à ce choix aussi qui se dresse devant les chefs d'entreprise, faut-il investir davantage, faut-il recruter? Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces signaux de reprise, notamment à l'international, mais aussi au niveau national, on peut parler d'un risque amoindri ou finalement, quel que soit le niveau du risque, eh bien, on reste quand même prudent? Non, alors si on regarde la situation aujourd'hui et qu'on la compare à l'année dernière, bien évidemment, oui, on voit des signaux de reprise. Maintenant, cette reprise, elle n'est pas complètement effective pour les entreprises et notamment certaines entreprises de certains secteurs d'activité. Je parlerai par exemple de la restauration où on voit bien que les restaurants ont réouvert depuis quelques jours mais ont dû fermer pendant une période cruciale pour elles en termes de chiffre d'affaires qui était la période de Ramadan. On voit que certains secteurs comme l'hôtellerie aujourd'hui essayent de faire le plein avec du tourisme local au détriment de ce tourisme international qui peine à revenir à cause de la situation sanitaire. Donc on a effectivement, en termes d'état de la conjoncture, des signaux qui sont plutôt positifs. Maintenant, il est très difficile effectivement de dire clairement quel sera l'état des risques pour les prochains mois et notamment pour cette clôture d'exercice 2021. Ce qu'on peut dire simplement aujourd'hui, c'est que nous savons qu'en termes d'emploi, l'année dernière, en tout cas celles qui ont été interrogées, une grosse partie des entreprises les plus fragiles, notamment les TPME, ont dû licencier justement à cause de cette situation Covid et de leur situation structurelle difficile, et qu'une grosse partie de ces entreprises
en difficulté l'année dernière vont probablement continuer de licencier cette année. Ça, c'est les différentes enquêtes qui ont été réalisées qui le font remonter. Donc, on n'est pas encore dans une situation de stabilité au niveau de l'emploi. Alors, évidemment, en termes d'investissement, le choix a été fait à travers le fonds Mohamed VI d'investir dans les entreprises en leur apportant des fonds propres. Évidemment, cet argent servira, je pense, très certainement aux grosses PME et aux grandes entreprises. Ce sont elles, justement, qui investissent, ce sont elles qui emploient, ce sont elles qui recrutent. Et donc je pense que c'est ce choix-là qu'il faut. Je trouve que ce choix, effectivement, est judicieux et important. Il faut effectivement favoriser l'emploi et donc aider ces PME, ces grandes entreprises. Alors, je sais que c'est paradoxal de dire ça, je le sais très bien, ce sont les TPE aujourd'hui qui souffrent le plus et qui ont le besoin le plus d'être aidés. Mais quand on a des choix à faire et qu'on doit effectivement un volume d'entreprises qui est la plus grande, la TPE, ou bien favoriser l'investissement et l'emploi, moi je ne suis pas politique et j'aimerais pas être politique parce que ce choix est extrêmement difficile à faire. Absolument, et notamment en année électorale. Amine Diouri, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur études et communications d'Inforisque. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, merci pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée.